Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, puis si vous nous connaissez, vous savez qu'on aime toucher à plusieurs sujets qui ne sont pas forcément reliés au crime. On aime aussi le mystère, on aime les énigmes. Et là, on vous propose aujourd'hui un épisode justement axé sur des découvertes qu'on a pu faire, des recherches qu'on a pu faire sur une thématique particulière qui est la thématique des tunnels. Des tunnels, Oui. des voûtes, Des voûtes. des endroits cachés. Mais on va plutôt se concentrer sur des tunnels aujourd'hui. Oui, on va aller sous terre. Des endroits cachés, en il général. peut y en avoir, c'est ça. Des tunnels qui auraient pu être faits, évidemment, à une autre époque. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il y en a un qui est légendaire à Montréal, qui est connu quand même, surtout si on va sur les sites de la Ville de Montréal, les blogs, les archives. C'est les fameux cachots, ou si on peut dire l'ancienne prison qui est enfouie sous... En fait, ça chevauche le souterrain de l'ancien palais de justice de la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal et de l'hôtel de ville de Montréal. Puis, en fait, la fois où vraiment ça a fait une histoire, là, qu'il y a eu, disons, une découverte, alors que c'était quelque chose qui a été connu, qui était connu quelques décennies avant, c'est en 1911, il y a des ouvriers de l'hôtel de ville qui faisaient des travaux et qu'en creusant ou en défaisant des murs, on va savoir, là, je ne sais pas trop exactement ce qu'ils faisaient, ont découvert un tunnel, carrément un couloir, en fait. Et là, c'est 1911. Ils ont envoyé un des ouvriers, ils ont dit « Va voir », il a dit « Oui, OK, je vais y aller ». Fait qu'il y a une espèce de cobaye qui a décidé qu'il allait voir. Et ça a pris une demi-heure avant qu'ils reviennent. Oh my God! Oui, c'était comme un labyrinthe, ou c'est parce qu'il était... c'était un Annie Richard de l'époque. Désorienté. Qui a dit, il y a des archives ici, il y a plein d'affaires. OK, oui. Merci. Ça aurait pu. Non, parce que j'ai un bon sens de l'orientation. J'ai un bon Même déficit dans le noir. de l'attention, mais là, je sais pas s'il faisait noir, mais en tout cas, ça doit, hein, dans des voûtes comme ça. Mais je veux dire, il y avait peut-être de la lumière avec lui, là. Évidemment, pas une flashlight Black & Decker là, en 1911, mais quand même. Parce qu'il travaillait déjà dans le sous-sol à ce moment-là, là, le sous-bassement, sûrement qu'il appelait ça à l'époque de l'hôtel de ville. Puis, une demi-heure plus tard, il est revenu en disant « Hey, ça n'a aucun bon sens, tout ce que je viens de trouver. Il y a des pièces, il y a des archives, il y a toutes sortes de patentes, blablabla. » Wow. Et là, ils ont défait les murs, sont allés voir et ils ont découvert des anciens cachots. Cachots étant, les salles, en tout cas, je ne sais pas si je vais l'exprimer comme il faut, mais étant les salles d'isolement d'époque. Des cellules. Des cellules, mettons, maximum, si on peut dire. Puis ces cachots-là, il y avait même encore des anciens boulets, puis il y avait un gros anneau de fer qui servait à attacher des prisonniers à l'époque pour pas qu'ils se sauvent, vraiment attachés aux chevilles, j'imagine. Je sais pas trop, là, j'aime autant pas trop me faire d'image non plus. C'était l'ancienne prison qui, dans le fond, même l'immeuble en tant que tel n'est plus là. C'est vraiment... a été détruit entre-temps. Proche des remparts, Champ de Mars, puis tout ça, tu sais. Fait que c'était une découverte majeure. Pourtant, c'est 1911, puis cette prison-là avait été là même au temps des Patriotes. Donc, ça faisait même pas 100 ans, pourtant, que la prison avait déjà été là. Fait que c'est dire comment les archives. Oui, parce que la période des Patriotes, c'est 1839-1840. Donc là, 1912, c'est quelques décennies quand même, mais pas tout à fait. Même pas un siècle. Même pas un siècle. Dans ce temps-là, c'est sûr que, tu sais, des fois, ils retrouvaient des affaires super importantes, puis ils envoyaient ça chez les regrettiers qui appelaient ça, ou les antiquaires. Tu sais, c'était pas la même protection mentalité, du patrimoine ouais, que maintenant.
Donc, puis là, ben, il y avait eu toute une guerre dans les journaux. C'est vraiment fascinant, là, entre la patrie et la presse, il me semble. Là, non, c'est n'importe quoi ce que vous dites, il n'y a jamais eu de prison là. Puis là, à un moment donné, il y a carrément eu un ancien prisonnier qui a fait « Non, je le sais, j'ai déjà été prisonnier, là. » Puis en tout cas, c'est vraiment fascinant, l'espèce de saga qu'il y a eu avec ça. Il y a eu de la jalousie entre, tu sais, du monde. Non, c'est moi qui l'ai trouvé, le tunnel. Non, c'est pas toi. En tout cas, c'était... Wow. Mais c'est vraiment fascinant. Puis on retrouvait des archives de coton. C'est-à-dire qu'au lieu d'être du papier, c'était du coton pour écrire à l'époque. Là. Fait que c'est vraiment vieux. C'était... Bon, finalement, ça a été même un lieu de visite pour la ville, les tours de la ville de Montréal pendant un certain temps. Je connais même des gens qui ont déjà visité ces cachots-là. C'est pas mon cas. En ce moment, l'hôtel de ville, je pense qu'il est encore en réfection complète aussi. Là, fait que c'est sûr que... Souvent, toujours. Oui, c'est ça. Toujours de quoi? Toujours des travaux. Oui, mais ce qui s'est passé avec cette prison-là, pourquoi c'est devenu des cachots, c'est que premièrement, bon, je pense que c'était pour stocker des affaires. C'est pas les seuls tunnels de Montréal non plus. Apparemment, qui pourraient être reliés aussi à des tunnels. Il y aurait un tunnel qui relie la cour municipale à l'ancien palais de justice. Tu sais, il y a toutes sortes de... Ou l'hôtel de ville, va savoir, là, je sais pas, mais en tout cas, tu sais, il y a évidemment un Montréal souterrain, là, tu sais, que... C'est ça, je m'en allais là, oui, mais c'est ça. Là, c'est le Montréal souterrain moderne que l'on connaît, qui est accessible. Aussi, mais c'est ça, c'est un peu comme toutes les grandes villes d'ailleurs dans le monde. Ça s'est bâti un peu... on le sait, en hauteur, en largeur, mais on oublie beaucoup qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits en profondeur. Alors évidemment, on pense aux canalisations, aux égouts, on pense aux métros, lorsque des villes ont des métros, on pense à bien des affaires, mais il y a une certaine époque, ça pouvait servir pour des prisons, ça pouvait servir aussi pour se déplacer, ça pouvait... Se protéger aussi. Pour se protéger, parce que oui, même ici, à l'époque de la Nouvelle-France, il y avait comment dire, il y a eu une guerre de conquête avec les Anglais, donc il a fallu se défendre, et puis ça a engendré pas mal de constructions également en profondeur pour se protéger. Exact. Donc, cette prison-là, qui s'appelait la prison de Montréal, a eu un déclin rapide. Là. C'est une prison qui a été construite, je pense, quelque chose comme 1808. Mais il y a eu un déclin rapide, là, ça faisait... dans le temps des patriotes, en fait, là, ils ont eu quelques patriotes qui ont été, après ça, envoyés à la prison du Courant, près du pont Jean-Cartier. Mais il y a eu un scandale qui s'est produit là, dans ces années-là. C'est, en fait, en 1835... un prisonnier du nom de John Collins, qui était un itinérant, il appelait vagabond à l'époque, qui a été retrouvé mort, mais d'hypothermie et de privation de nourriture dans le cachot, justement. Okay. Et en plus, les témoins, c'était des personnes attachées avec lui, qui ont essayé, je pense même, de le réchauffer un peu en sandwich. Là. Oh mon Dieu! Parce que je dis ça parce que j'ai sorti le coroner. C'est le plus vieux coroner que j'ai réussi à sortir jusqu'à maintenant, 1835, John Collins. Wow. C'est vraiment écrit à la fin là, qu'il est mort de privation. Puis bon, il y avait eu toute une enquête là, à ce sujet-là, à savoir si les gardiens étaient responsables du décès. Oui. Puis la prison était déjà en, disons, j'allais dire décrépitude. Je pense pas que c'est le mot, mais en déclin aussi au niveau de la bâtisse, là, tu sais, beaucoup de froid, d'humidité qui rentrait là, alors que c'était pas une construction si vieille à l'époque, tu sais. Donc, la prison est fermée là, pas longtemps après l'épisode des Patriotes, là, justement. Puis, au lieu de remplir ça, ou je sais pas, ils ont tout simplement comme condamné l'endroit, puis qui a été redécouvert en 1911. Et ça, c'est un des tunnels, si on peut dire. C'est un tunnel quand même assez impressionnant qui a été retrouvé. Mais on sait qu'il y en a eu d'autres. Hein? Puis un qu'on a regardé, toi et moi, ensemble, c'est ceux de Québec. Absolument. On va passer de la ville de Montréal à la capitale nationale, à Québec, donc quelques centaines de kilomètres plus au nord. Et puis là, évidemment, même si, comme tu disais, c'est quand même... des restes de cachots anciens. Là, on va aller encore plus ancien dans le temps. Parce que Québec, c'est plus vieux aussi. Hein? Absolument. Ça a été fondé il y a plus de 800 ans. Là, on parle d'une ville qui a été d'abord une ville fortifiée. Il y a un fort, il y a, comme on disait tantôt, il y a des défenses contre les Anglais, contre lesquels
on était en guerre. Et bien, à un moment donné, il y a aussi des tunnels qui ont été retrouvés, en particulier en 1980. Oui. C'est à la faveur de travaux qui étaient faits aux alentours du Parlement de Québec. Alors, le Parlement de Québec, c'est l'Assemblée nationale, dans le fond. C'est un grand bâtiment qui est à proximité des plaines d'Abraham, donc pas très, très loin du Vieux-Québec. On peut dire que c'est encore le Vieux-Québec, d'ailleurs, Ouais, je moi, pense. j'appelle ça comme ça, Ouais, oui. hein. Et puis, c'est ça, un peu comme à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y a des travaux de temps en temps. Et à un moment donné, en faisant des travaux, ils sont tombés sur des restants, un restant de tunnel qui avait une forme de croix, hein, c'est bien Oui, ça? c'était pas très long. C'était condamné, en fait, de chaque bout de la croix. C'est ça, les pierres ou les briques qui étaient utilisées ne correspondaient pas toujours. Ça montrait qu'il y avait eu plusieurs époques et que ça a été condamné plus tard. Exactement. Il y avait de la pierre d'échange, je crois, puis de la brique pour condamner. Et la brique, en plus, était faite de biais, si je ne me trompe pas. Au lieu d'être condamné très droit, comme un mur droit, c'était de biais en angle. Puis ça, c'est apparemment une façon de faire qui est quand même complexe. Mm-hmm. Pour quelles raisons ils ont condamné ça, on ne sait pas trop, là. Oui, puis il n'y a pas de... Comment dire? On a cherché, hein, parce que ce qu'on voulait voir, puis il y a d'autres personnes que nous aussi qui ont travaillé là-dessus, bien évidemment, à l'époque, c'est de voir à quoi ça servait. On pourrait dire facilement, un tunnel, ça devait être les égouts, mais non, ça n'avait pas l'air de ressembler à ça. Les pierres étaient de trop bonne qualité, c'était trop grand, c'était inutilement grand, j'allais dire même. C'était clairement, en tout cas, de ma compréhension personnelle, ça servait plus de lieu de passage. Surtout que quand c'est pour des égouts, parce que c'est vrai qu'il y a des égouts qui peuvent être faits plus grands Oui, quand on parle de rivières qui doivent passer par en dessous, parce qu'il y avait beaucoup de petites rivières qui n'existent plus aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut la drainer, cette eau-là. J'imagine que ça prend des plus gros tunnels. Mais parce qu'on s'entend que la personne qui a fait le plus gros travail pour indiquer ce qui s'est passé dans ces tunnels-là, c'est un géologue qui s'appelle Léon Snow, qui a fait un travail de recherche sur ça, dans lequel on peut tout voir les photos, et c'est une primeur, parce que ces tunnels-là ont été remblayés par après, condamnés complètement. Ouais, c'est tellement dommage. Tellement dommage. C'est comme si on a voulu non, là, tu sais, parce que souvent, les découvertes archéologiques, il y a des gens qui sont plus... c'est pour pouvoir construire au plus vite ou pour faire de quoi au plus vite. Eux autres, là, le patrimoine, là, on va faire fi de ça puis on va se dépêcher avant que ça attire trop l'attention. C'est l'impression que ça me donnait, mais M. Léon Snow a visité ces tunnels-là. Puis, ce qui me faisait remarquer, puis c'est vrai quand même, c'est que si c'était pour de la canalisation, toujours est-il que le sol aurait été un peu en angle, comme pour former une espèce de fossé. Exactement. Un peu, comment dire, là, c'est droit, il est plat, droit, là, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas une rigole, mettons, au centre qui permettrait de laisser s'écouler les liquides. Et puis, même à ça, s'il y avait eu des liquides, ça aurait laissé des traces de part et d'autre du mur. Tu sais, il y aurait eu la trace du niveau de l'eau. Ça aurait emporté la terre. Tu sais, je veux dire, là où l'eau passe, ne serait-ce qu'un certain temps, ça laisse des marques. Ça fait une certaine érosion. Là, absolument, c'est exactement ça. Et donc, on a fouillé. Oui. On a fouillé parce qu'on s'est dit... Amateur, hein? C'est ça. On n'a pas... on n'est ni historien, ni géologue. On a travaillé avec les documents qui étaient accessibles. Mm-hmm. Donc, on a repris des documents, on a retrouvé des vieux plans de Québec, de la ville de Québec et de cet endroit, des plans qui remontent à la Nouvelle-France, hein, si ma mémoire est bonne, pas mal vieux. Oui, c'est ce qu'on essaie. On a tenté de... Puis, on a essayé de voir à quoi, selon la position de ces tunnels, à quoi pouvaient servir véritablement justement ces tunnels et puis à quoi ils pouvaient correspondre sur des vieilles cartes. Parce qu'on va spécifier ce trou-là, ce dôme-là où ils ont trouvé ces tunnels-là qui ont remblayé par la suite assez rapidement. C'est tout juste devant le Parlement, disons, entre l'entrée et la fontaine. C'est ça. Vraiment. Fait que on avait vraiment un X précis, là. Et donc, oui, c'est vraiment entre l'entrée du Parlement et la fontaine de Tourny, qui est vraiment pas très, très loin. Là. C'est quelques dizaines de mètres. C'est donc vraiment là,
au pied du Parlement, on peut le dire. Là. Et en plus, Léonceneau, dans son travail, ce qui explique aussi, sur le blog de Rétrocrime, on va vous mettre le lien là, vers le document PDF de Léonceneau parce que c'est extrêmement intéressant. Il souligne le fait que dans les travaux de pavage, en fait, parce que c'était le pavage qu'on faisait une réflexion, il y avait un autre type de pavage en dessous qui était une autre époque de pavage à cheval. Là. Fait que ça avait quand même 2 couches aussi avant d'atteindre la cavité qui permettait d'aller dans les tunnels condamnés, donc, là, finalement. Comme s'il y avait eu plusieurs époques dans la vie des tunnels. Oui. C'est vraiment intéressant. Et puis, je pense que tu avais aussi rencontré, tu avais eu de l'information d'une autre personne concernant ces tunnels. Oui, c'est ça, pour une émission qui se situait dans le Vieux-Québec, oui. Avec Tammy Verge. J'avais rencontré Samuel Venière, historien, mais qui faisait aussi, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais des tours, justement, là, historiques pour expliquer, vulgariser tout ça. Une sorte de guide, dans le fond. Oui, c'est ça, qui expliquait vraiment bien les choses. Puis... parce que Léonceneau, lui, ce qui avançait dans son document, c'est que est-ce que ces tunnels-là n'auraient pas pu être, avant d'être condamnés, évidemment, des tunnels qui se rendaient à des endroits stratégiques des plaines d'Abraham, comme les tours Martello, parce qu'en plus, il faisait la corrélation des matériaux qu'on retrouvait dans les tunnels qui ressemblaient, puis c'est vrai, aux pierres utilisées au tour Martello. Mais ce que Samuel Venière me disait, puis je trouve que ça fait quand même du sens, c'est qu'il disait que ça aurait été très dangereux parce que ça serait surprenant parce que le moindre explosif, puis souvent, c'est là qu'on cacher les explosifs, ça pouvait arriver, bien, le moindre explosif faisait exploser tout si c'était relié à toutes ces choses-là. Fait que ça serait surprenant. J'ai dit, OK, mais est-ce que ces tunnels-là, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais apporté des photos, j'avais montré. Il était au courant, là, quand même, là, de ça, là, parce que ça fait partie du passé archéologique quand même, tout ça. Puis il m'a répondu il dit, en effet, il dit, je ne sais pas à quoi sert à ça. Il dit, honnêtement, puis je reprends ses paroles parce qu'il m'a donné la permission, parce que dans un livre pour les jeunes, c'est exactement ça que je dis, puis je le cite, là, Samuel, qui dit qu'il ne pense pas, lui non plus, que c'était pour des égouts. Il ne pense pas que c'était relié au tour Martello, mais que ce n'était pas nécessairement relié aux égouts, puis qu'en effet, selon lui, puis selon les données, ben, ces tunnels-là restent en effet vraiment mystérieux. Oui, puis là, qui dit mystérieux, ben dit nous autres. On aime ça. Ça, j'allais dire. On aime ça. Fait que, bon, d'accord, on n'a pas d'explication, mais en même temps, ça nous enlève quelques hypothèses. Donc, les égouts, a priori, ça ne servait pas à relier les tours Martello ensemble, ou en tout cas, à permettre de les relier, de s'y promener, peut-être de façon cachée, parce que j'imagine que c'est ce que Léon... Parce que à quoi bon? Ben, c'est ça, tu sais, quand on a travaillé là-dessus, moi, je ne m'empêchais pas de réfléchir à quoi pouvait servir ce genre de tunnel. On n'est pas... on n'est pas dans les années 2000 où construire un tunnel, il n'y a rien là, il y a de la machinerie, puis ça prend, des fois ça prend bien trop longtemps que ça devrait, mais au moins ça se fait quand même relativement facilement. Là, on est à une époque où il fallait ramener les bras. C'est exactement, il fallait ramener les briques une par une, faire le ciment, faire en sorte, il fallait creuser, j'imagine, des tranchées pour construire les tunnels. Ça devait être un travail monumental. Donc, l'utilité devait être égale à l'effort qu'il fallait y mettre pour les construire. Oui. Donc, moi, je trouvais l'explication de protection intéressante. C'est à la Nouvelle-France, on est quand même à une époque, là, aux alentours des années 1760, la chute de Québec, c'est 1763, si ma mémoire est bonne, ou 61, je ne me souviens plus. Excusez là, si les historiens qui nous écoutent. Mais c'est malheureusement pas moi qui va avoir la mémoire pour te ramener là-dessus. Une chose est certaine, c'est aux alentours de 1760. Et c'est une époque où il y a déjà des canons, où on a retrouvé, il y a le fameux arbre à Québec, là, où il y a le boulet qui est resté pris dedans. Là, je me souviens plus à quel endroit, mais c'est dans le Vieux-Québec. Wow. J'espère que l'arbre existe encore d'ailleurs, mais il y a des photos là, où on voit le boulet qui est pris dans le début des racines de l'arbre.
Donc, c'est une époque où il y a quand même, puis on parlait d'explosifs tantôt, il y a de la poudre qu'on utilise justement pour les canons, etc. Donc, on s'entend que ça prend quand même une protection, vu que les Anglais comptaient bombarder, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en partie, bombarder Québec. Donc, de pouvoir circuler librement entre des parties intéressantes, importantes ou stratégiques de la ville, ça pouvait être pertinent. Tu sais, ou juste se cacher, hein, sans se nécessairement cacher qu'il y ait un, aussi, un tout grand à fait. réseau. Là, Absolument. Tu sais, des sortes de cavités pour protéger les gens importants ou la population en général. Les enfants, peut-être les femmes, les enfants, ou C'est ça. les personnes qui sont plus vulnérables, qui ne vont pas aller au front, là, finalement. Ou... Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur la cartographie. Alors, autant la cartographie de l'époque, tu as sorti des archives, des cartes de cette période-là, mais bon, en même temps, c'est très spartiate. Hein. Il y a pas beaucoup d'informations sur les bâtiments. Évidemment, malheureusement, on ne voit pas les tunnels, ça aurait été trop bien. Mais on a essayé au moins de les faire correspondre avec ce qu'on connaît de la ville de Québec aujourd'hui. Puis ce que tu as fait, c'est de le rendre un peu à l'échelle. C'est ça qui est intéressant. Et ce n'était pas nécessairement évident parce que les cartes de l'époque de la Nouvelle-France, c'est des cartes qui sont dessinées à la main. Donc, même s'il y avait quand même une grosse précision, il faut le reconnaître, est-ce que c'est toujours à l'échelle? Est-ce que les distances sont vraiment respectées? Parfois oui, j'ai l'impression que d'autres fois non, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de correspondre en partant de ce qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire la citadelle, les remparts, mais aussi le relief. Puis, il ne faut pas oublier que la difficulté qu'il y a dans ça, que tu as été capable de conjuguer avec, c'est le fait que le port a changé. Il y a quelque chose de surnuméraire qui n'était pas là à l'époque. Tout à fait, là. oui, ça a été... c'est ça. Ça, c'est un bon point. C'est que les rivières ou les influents qui arrivent dans le Saint-Laurent ont été agrandis pour justement permettre des ports, des installations portuaires, etc. etc. Donc, c'est sûr qu'entre les années 1700 puis les années 2020 et quelques, là, ça a beaucoup, beaucoup changé. Mais bon, on a essayé de faire correspondre au mieux tout ça, puis d'essayer de voir si on était capable d'avoir des indices sur ce qui pouvait se situer aux alentours du Parlement. Là aussi, le Parlement n'existait pas encore, hein, c'est ça. Alors, il fallait déjà situer le Parlement sur la carte historique, alors qu'il n'y avait rien, puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le secteur. Rien ou presque. Hein? Rien ou presque. Alors, il y avait effectivement des redoutes qui étaient dans le secteur. Des redoutes, il y en a. On peut expliquer vitement qu'est-ce que c'est une redoute. Hein? On l'avait quand même regardé un peu. C'est comme... Il y en avait 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Il y en a 2 ou 3 qui sont encore... si ma mémoire est bonne, il y en a 2 ou 3 qui sont encore... il y en a quelques-unes qui sont restées. Et puis, c'est des endroits qui servaient à... c'est des bâtiments militaires. Dans un premier temps, qui sert à stocker et à, à abriter aussi des soldats. C'est un peu comme une forme de casernement, mais je ne sais pas trop, c'est pas le terme qui serait le plus adéquat. C'est ça, c'est qu'en fait, il y avait des redoutes à l'époque. Je pense qu'il y en avait 4 ou 5 à Québec. Maintenant, je pense qu'il en reste au moins 2. Okay. Du moins, il y en a une sur les plaines d'Abraham, puis une autre qui est plus du côté du port, là, de l'autre côté. Ah oui, ça me revient. Sainte-Ursule, oui, il y avait plusieurs noms. Puis une redoute, en fait, là, je me demandais c'était quoi, évidemment, j'en avais aucune idée. C'était comme une sorte de petit phare qui servait plus principalement à abriter des soldats, mais aussi à emmagasiner un peu d'artillerie. Pas de la poudre à canon. Ça, c'était les magasins qui appelaient ça, je pense. Là. Mais c'est ça. Selon nos recherches, là, les redoutes, là, ils possédaient souvent des voûtes souterraines, comme un soubassement. Donc, justement, ça serait peut-être la redoute Sainte-Ursule là, qu'on avait... Oui, il y en avait plusieurs. On en avait... la difficulté qu'on a eue avec ces cartes, c'est de correctement identifier les endroits parce Exactement. que bon, il y avait des noms, mais bon, il fallait, il y avait des numéros, des lettres. Des légendes. C'est ça, des légendes qui n'étaient pas toujours
pas toujours déchiffrable aisément, mais il y avait ce côté où effectivement, la question qui nous est venue en tête, c'est dans le fond, est-ce que ces tunnels n'ont pas servi à relier non pas les tours, comme on disait tantôt, les tours Martello, mais les redoutes? Les redoutes. Parce que Ce qui aurait eu c'était plus le de lieu- sens. Oui, absolument. Parce que ce que tu as fait comme travail de superposition, parce que je dois préciser aussi que Jean-Philippe a fait un travail d'opacité, si on peut dire. Ah oui, par rapport à la carte. j'ai essayé de rendre plus transparent la Exact. vieille carte ou En fait, la plutôt, nouvelle, je me souviens plus. Il a pris la vieille carte et a rendu plus translucide un peu la carte de Google Earth, là, qui serait plus d'actualité vraiment. Et on peut vraiment voir que la redoute Sainte-Ursule se situe vraiment là où il y aurait la devanture, si on peut dire, du Parlement de Québec. Oui. Bon, c'est amateur, mais c'est pas pire, pareil, je veux dire, quand même. Tu sais, parce que si on se dit que ça avait vraiment des soubassements, parce qu'on l'a vérifié, hein, tu sais, ça, écoute, on a passé des heures à voir c'est quoi une redoute, c'était où les redoutes, il en reste, mais la Sainte-Ursule, évidemment, n'est plus là, c'était devant le Parlement. Et donc, est-ce que c'est le soubassement de la redoute, puis qui, en effet, pourrait être relié à d'autres? Puis, autre chose qu'on a découvert, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jean-Philippe, mais dans cette quête-là, parce que là, on était pris sur les tunnels de Québec, là, nous autres, on part dans les méandres de quelque chose, on lâche pas, là. Tu sais, comme chercher, appelez-nous pas, là, à ce moment-là, là, c'est pas possible. Puis, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai des articles de journaux des années 50-60 où la police rapportait que des enfants avaient disparu. Oui. Disparu, là. Et que finalement, les enfants étaient retrouvés une couple d'heures plus tard, complètement apeurés parce qu'ils seraient rentrés dans... Tu sais, les enfants, même moi, je me rappelle, tu sais, je suis pourtant née dans le début 80, puis je me rappelle d'être rentrée à des endroits où passer à des places, pas des tunnels, évidemment. On là, est curieux. Dire, mais on voit rentre quelque chose, partout, c'est ça. là, On voit quelque chose, on a envie de regarder ce qu'il y a dedans. Quel enfant n'a pas rentré dans une maison abandonnée, complètement décrépie, tu sais, en désuétude? On est curieux, puis c'était une époque qu'on était plus libre aussi là, de faire ça, tu sais. Ouais. Puis il y a des enfants à Québec, j'ai trouvé 2 articles de journaux distincts, là, des années 50 et 60 d'enfants qui seraient rentrés quelque part dans un parc, qui ont trouvé un trou, mais là ça devient très difficile de savoir exactement de quoi ça avait l'air. C'est des enfants, là, tu sais, des jeunes enfants, et qui s'étaient perdus, ni plus ni moins. Pendant des heures. Pendant des heures, supposément dans des tunnels. Ouais. Est-ce que c'est vrai? C'est une légende urbaine? Une chose est sûre, c'est que ça a été rapporté dans les journaux. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été exagéré par les journaux? On le saura probablement jamais. Mais il y a des enfants qui se seraient perdus Il y a un enfant qui serait rentré dans un tunnel d'un petit parc qui est plus situé vers le port. Si on s'en va vers un peu plus vers, je vais dire, vers Beaupré, là, mettons, là, Sainte-Anne-de-Beaupré, de l'autre côté de la rivière, là, rivière Saint-Charles, je pense, en tout cas, et qui serait ressorti là où il y avait l'ancien collège des Ursulines. En tout cas, je ne sais plus, là, proche justement du Parlement, là, tu sais, non loin de là, là. C'est un petit parc, en tout cas, là, qui était vraiment pas très grand, qui est proche d'un ancien cimetière, un cimetière qui n'existe plus, là, qu'on avait trouvé sur les cartes, mais c'est un petit parc là, qui n'a pas de jeu. Là. Un petit parc vraiment juste comme de gazon, quelques bancs. Là, un parc plate. Un parc, on appelait ça un parc des amoureux dans le temps, qu'il y a juste des bancs. Mais puis l'enfant, il est ressorti vraiment, là, il a dû avoir peur, là, parce que c'était pris d'un labyrinthe sous la terre. Ben, c'est ça. Dans les années 60, tu sais, mais ça, au début, tu dois être... ça doit être cool, tu sais, au tout début, mais à un moment donné, là, il y a la panique là, de te dire, ben, il faut que je sorte de là. Tu sais, elle est où la sortie? Ça doit être ouf. En plus, comme on disait un peu tantôt, il n'y avait pas le flashlight, là, puis... c'est ça. Moi, ça m'a vraiment fascinée parce que je me suis dit, si ça, c'est vrai... wow, tu sais, il y a vraiment tout qu'un souterrain, là, tu sais, mais bon, va savoir si l'enfant a vraiment vécu ça. Les articles de journaux, malheureusement, c'est tellement plaisant, mais ça n'a pas toute l'objectivité qu'il faut non plus, là. Absolument. Oui, ça, c'est Québec, hein? C'est sûr que c'est... Retournes-tu à Montréal? On retourne à Montréal. Mettons qu'on vient de faire 2h30 de route. On est revenu. On s'en va à Rosemont. J'ai découvert ça. Il y a à peu près pendant le COVID 2020, en tout cas, il y a quelques temps, parce que là, moi, j'ai plus de notion du temps, on dirait, depuis ce temps-là. Pour moi, 2020, c'est hier, mais bon, ça a l'air que ça fait 4 ans. Puis, j'ai découvert qu'il y avait eu une histoire comme ça
Probablement que c'est en cherchant dans nos tunnels de Québec qu'on est tombé là-dessus, Jean-Philippe, à quelque part. Parce que les mots-clés nous amènent à d'autres choses, des fois, sans le vouloir. Oui, c'est très, très possible. Veux pas, là. C'est des tunnels qui auraient été creusés dans Rosemont, en dessous de Rosemont. Rosemont, c'est un quartier, comme on disait, de Montréal, mais c'est plus dans l'est de Montréal. Oui, dans l'est, mais qui se rapproche un peu du centre, là, oui. dans le sens où c'est pas la pointe. C'est le plus gros arrondissement de Montréal, donc c'est vrai que ça s'étend sur une très grande superficie, effectivement. Donc, moi, ce que j'ai trouvé à la base, c'est qu'en 1909, sur la 2e avenue dans Rosemont, au coin de Masson, c'est quand même très Rosemont, là, c'est ça. C'est au coin de Masson. C'est le cœur de Rosemont, oui. Oui. Il y a un certain Émilien Larrivée, qui est un résident là, sur la 2e avenue, au coin, qui, tu sais, c'est une époque où il n'y avait pas de sous-sol dans les maisons, c'était des caves de terre, tu sais, des sous-sols comme on connaît aujourd'hui, qu'on joue au Nintendo, là, dans le sous-sol, tu sais, ça n'existait pas, mais tu avais des caves de terre qui servaient à quoi, j'ai aucune idée, mais peut-être des fois pour entreposer, et puis peut-être aussi comme garde-manger aussi, vu que c'était plus frais. Les patates, puis tout, puis c'est ça, j'imagine, là. Mais en tout cas, tu sais, je n'étais pas là dans ce temps-là, mais il y avait des caves de terre, puis M. Larrivée voulait, je ne sais pas trop, travailler sa cave de terre, puis il y avait une grosse roche, vraiment fatigante pour lui, encombrante. Une maudite roche. Une grosse roche, là. Puis il a dit, je vais enlever ça, ce roche-là, fait qu'avec, je sais pas quoi, un diable, je sais pas quoi, baramine, non. Il a décidé d'enlever la roche. Mais quand il l'a enlevé, il a découvert qu'il y avait un gros trou en dessous, tu sais, qu'il y a une grosse cavité. Oui. Et là, il a dit, voyons, mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Ça avait l'air profond, tu sais, ça sonnait écho et tout ça, fait qu'il a lancé quelque chose, puis genre, il n'a jamais entendu le son de l'impact de la chose qu'il a lancée, là. Et là, il est allé chercher son voisin. Parce que là, il a dit, hey, qu'est-ce que c'est ça, là? J'ai un gros, ça doit surprendre, gros trou, tu sais. Oui. Et là, le voisin est arrivé, et là, ils ont voulu sonder la profondeur, fait qu'ils ont pris un bâton de 12 pieds de long, mais il n'atteignait pas le fond avec 12 pieds. Bon, puis finalement, c'est ça, il y a un employé de M. Larrivée qui est arrivé, puis il a dit, ben regarde, moi, je vais y aller, accroche-moi une corde, là, puis je vais descendre. Fait qu'ils ont descendu leur ami, le cobaye un peu, mais ça ne finissait plus. Il descendait, et finalement, il s'est retrouvé à une cavité, puis c'était quand même 8 mètres sous terre, et que là, rendu en bas, il a dit, il y a une grosse porte voûtée. Tu sais, il y avait une porte, mais pas... tu sais, on sait qu'il y a des souterrains à Saint-Léonard avec des cavernes, là, avec des stalagmites dedans, tout ça, c'est naturel, ça. Ouais. Mais là, tu as une porte, là, je veux dire, il y a une gondole puis une porte. Je pense que c'est pas la nature qui a fait ça, tu sais. Je penserais pas, non. Et là, c'était rempli d'eau, là, comme si c'était un peu, justement, une rivière. Une petite rivière, peut-être, qui passait là, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il disait que ça ressemblait, évidemment, à rien qui aurait pu se former naturellement, tu sais. Et là, ça a fait les journaux, tu sais. Ils appelaient ça les voûtes mystérieuses de Rosemont. Puis, il se demandait, est-ce qu'il s'agit des ruines d'un vieux château? Parce que, tu sais, à l'époque seigneuriale, ou en tout cas, ils disent qu'au 17e siècle, ça arrivait qu'il y avait des repères sophistiqués ou des espèces de tunnels justement de personnes, tu sais, qui étaient tellement riches à l'époque que peut-être qu'ils se fabriquaient leurs propres voûtes en cas d'invasion ou de je sais pas quoi, là. C'était vraiment difficile de savoir. Ils ont retrouvé des artefacts dans ça. Ils ont retrouvé des poignards faits à la main qui étaient comme plantés dans les murs. Ils ont retrouvé une gondole faite, tu sais, comme à même une souche de bois, là, comme on n'en reviendrait pas de trouver ça. Tu sais, je veux dire, les dernières fois qu'ils ont trouvé ça dans des rivières, au niveau archéologique, c'est dans les musées présentement préservés, puis tout ça. Fait que c'est ça, ils ont retrouvé une chaloupe, un poignard taillé dans la pierre, des ossements qui dataient de l'époque apparemment glaciaire ou préhistorique, mais là, on est dans les journaux de 1909. On va se garder une petite gêne mais là-dessus. Ils ont trouvé aussi des choses de fer forgé, des outils de fer forgé. Au début, M. Larrivée, il a voulu boucher ce trou-là, parce que là, c'est chez eux, là, ça ne tentait pas d'avoir ça. Fait que, mais finalement, il a renoncé à ça parce que ça a tellement suscité d'intérêt qu'il s'est dit, tiens, on va faire de l'argent avec ça. Fait que finalement... On va faire la pièce. On va faire la pièce. Fait que finalement, ils ont décidé d'en faire un attrait touristique
Mais ça, là, c'est comme personne ne se rappelle de ça. Qui se rappelle qu'il y a eu un attrait touristique à partir À Rosemont, d'un duplex? 2e avenue. Puis juste vous dire que cet endroit-là existe encore. Cette maison-là est pareille. Si on regarde les vieilles cartes de 1909 à maintenant, parce que j'ai des cartes de 1909, là, les plans d'assurance d'incendie de la ville. Ils sont bien pratiques sont pour nos affaires. Vraiment. En plus, ça donne les anciens numéros civiques, tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est une mine d'or. Oui. Et là, donc c'est ça, c'était bien vrai parce qu'en plus, j'ai même trouvé des articles où il y a carrément des annonces qui disent venez visiter les grottes de Rosemont. Ça coûtait tant. J'ai trouvé un article aussi de 1937 d'un homme politique qui disait vous savez, il y a déjà existé des grottes dans Rosemont. Ça, c'est une vingtaine d'années plus tard. Il disait ça coûtait 5 sous ou 25 sous, puis on faisait un tour de gondole là-dedans. Puis ça allait jusqu'au Shop Angus. Mais si on regarde la 2e avenue au Shop Angus, là, c'est un pas pire. C'est un bon tour de gondole, là, quand même. C'est pas tout près, oui. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et là, bon, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit est-ce que c'est connu, ça, au niveau des archives et tout ça? Puis, bon, par personne intermédiaire, j'ai su par les archives un centre d'archives de Rosemont, je le nommerai pas, puis de toute façon, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, qui ont dit, c'est n'importe quoi, ça, c'était juste une grosse cache à outils. Je dis, c'est une méchante cache à outils, ça, pour les Shop Angus, des Shop Angus jusqu'à la 2e avenue Masson. Puis surtout, pourquoi? Enfin, je sais pas, comment dire, dans les usines ou dans les shops en général, l'outillage, il n'est pas mis sous terre. Il est bien entreposé. Oui, c'était quand même comme un peu puis gardé. Pourquoi, à la limite, pourquoi en longueur comme ça? Puis pourquoi la rivière? Il y a beaucoup trop de... Puis les outils en gondole, je sais pas. Je comprends pas la réaction. Pas, c'est ça. Mais bon, 3-4 semaines plus tard, ils ont fait un article sur les fameux tunnels de Rosemont. Donc finalement, je pense que c'était parce que ils trouvaient ça plus intéressant que ce qu'ils m'ont laissé croire, mais bon, passons. Donc, c'est ça, on a comparé les plans, puis c'est vraiment fait pareil. C'est vraiment intéressant. Il y a un journaliste du Journal de Montréal, Louis-Philippe Messier, récemment, parce que j'en ai parlé dans un livre pour les enfants, là, Trésor enfoui, de ces tunnels-là, parce que pour moi, c'est vraiment intéressant, là. Puis, il est allé voir, petite primeur, il est allé voir les propriétaires de ce duplex-là, parce que c'est un duplex maintenant. Là. La bâtisse, elle a la même forme, mais entre-temps, j'imagine, ils ont pieuté pour faire un sol, un vrai sol. Ou en tout cas, tu sais, je sais pas, ils ont sûrement rien découvert. Puis il paraît qu'il était très amusé là, par... J'imagine. Il a laissé un livre puis pour expliquer l'affaire, puis il paraît qu'il était assez amusé par le fait que chez eux, il y a déjà eu ça. J'imagine, il y a un journaliste qui débarque chez vous pour vous dire que en bas, là, en dessous du duplex, là, il y a à peu près 8 mètres de profondeur. Qui s'en va au Shop Angus. C'est ça. Avec peut-être plein d'artefacts. Avec une petite rivière et tout. Puis, ouais. Est-ce que la gondole existe encore? Je serais très curieux de savoir. Après moi, ça a été remblayé. C'est sûr que, bon, on pourrait aller voir sur place. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va cogner sur l'asphalte, voir si ça sonne écho. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire, là, tu sais. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, bon, tu sais... qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? J'ai aucune idée. Mais moi, ça me fascine de savoir que ça a pu exister. C'est ça, puis c'est l'origine. Ouais, parce que dans le fond, là, mettons de côté les Shop Angus, parce que je pense que c'est assez peu probable. Mais oui, pourquoi? Et puis à quelle époque? Et puis comment ça se fait que c'est resté aussi secret? Tu sais, Montréal, on le disait, là, c'est une ville qui a quand même un certain âge, mais c'est, tu sais, je veux dire, tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a pu être construit, on a quand même une vague idée, on sait à peu près comment s'est développée la ville. Mais on dirait que ça, est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était pendant la Nouvelle-France? Est-ce que c'était... Tu sais, parce qu'il y a le côté... OK, on a un peu ri du côté préhistorique et tout, mais est-ce que ça a pu être entre-temps? Tu sais, je sais pas, mais qui aurait pu faire ça? Parce qu'en 1909, dans les journaux, ce qu'ils disaient, c'est que eux, ce qui les mystifiait dans ça, c'est qu'avant que cette maison-là soit construite... Bon, j'ai été chercher le registre foncier historique, mais malheureusement, comme les lots fonciers ont énormément changé à Montréal, j'ai pas pu aller jusqu'à Émilien-Larrivée puis savoir quand est-ce que ça a vraiment été construit, cette maison-là. Faut faire attention, les registres fonciers à Montréal, l'année qu'ils vont dire de construction de la maison,
n'est pas toujours d'équerre avec la réalité, parce que si le lot foncier a changé, malheureusement, j'ai remarqué ça, là, sous toute réserve, c'est ma propre observation, hein, je suis pas en train de dire que c'est comme ça, mais souvent, la maison date de, mettons, de 1909, mais si le cadastre, les lots ont changé parce qu'ils ont été divisés, bien là, ça va être depuis le moment où il a été divisé, puis là, ça change la donne. En tout cas, ça m'est arrivé plusieurs reprises, tu sais, mais je veux pas médire non plus. Puis, ce qu'il disait, c'est qu'avant cette maison-là, c'était une grosse forêt de chênes. Fait que, tu sais, Rosemont, à l'époque, c'était une forêt. Tunnel là. Sous une forêt. Tu sais, c'est ça qui est étrange. Fait qu'ils se demandent si ça pourrait pas être relié à d'autres maisons qui étaient plus loin. En tout cas, tu sais, mais c'est resté mystérieux parce qu'après ça, ils l'ont remblayé, je pense, puis on n'en a plus jamais rien entendu parler là, des tunnels de Rosemont. Wow! Jusqu'à temps qu'on en reparle. À Rétrocrime. Oui, c'est ça, entre Rétrocrime, parce que dans ton livre j'ai pas eu la chance... Non, ben oui, pour enfants, mais je veux dire, j'ai pas eu la chance d'en parler avant, parce que, ben, tu sais, c'est sûr que des fois, aussi, tu sais, on trouve de quoi, puis c'est pas tout le monde qui va embarquer. Hein. Il y en a qui, des fois, qui vont dire, tu sais, pas qu'ils vont ridiculiser, mais qui vont minimiser peut-être, ou dire, ça devait être juste ça. C'est comme les égouts, justement. Ou... un sous-sol. Mais, tu sais, nous, sans être des professionnels, on est tellement habitués de lire des affaires qu'on finit par faire certaines déductions qui nous permettent de dire, non, attends, je pense que... Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose, tu sais. Mais on a entendu beaucoup d'histoires aussi de contrebande hein, par rapport au Shop Angus. Il paraît qu'il y avait beaucoup de transition d'alcool de contrebande à une certaine époque. Est-ce que ça pouvait être relié à ça? Ça reste une autre hypothèse qu'on avait développée. Là, c'est ça, oui. C'est vrai qu'on en avait parlé parce qu'on est à des époques aussi où il y avait la prohibition, même si la prohibition n'a pas été aussi intense côté canadien que côté américain, évidemment. Il y a quand même eu du trafic. Entre le Canada et les États-Unis, d'ailleurs. Et puis, pour fabriquer l'alcool, il fallait aussi le cacher, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'était la même chose. C'était, comme tu dis, c'était de la contrebande. Donc, oui, c'était une hypothèse. C'était une hypothèse, effectivement. Ça. Ou encore pour autre chose qui devait être caché, hein, pas nécessairement être de l'alcool. On ne sait pas quoi, mais en tout cas, c'est vraiment fascinant, mais... Est-ce qu'un jour, on va en savoir plus sur les tunnels de Rosemont? Je ne sais pas à quel point ils ont remblayé ça. Je n'ai pas de données sur ça. C'est ça, il y a très peu d'informations. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais probablement qu'aux archives de la Ville de Montréal, il y en a. Mais il faudrait, de quelle façon qu'on pourrait fouiller ça? C'est tellement... C'est difficile de... J'ai essayé par tous les mots-clés, mais c'est sûr, confortablement à la maison, c'est pas comme aller sur place. Mais sur place, je ne saurais même pas par où commencer non plus, mais... Peut-être qu'en parlant, puis en ressortant un peu cette affaire-là, un jour, on va avoir... Peut-être qu'il y a un auditeur qui serait capable de nous aider. Archéologue, architecte, ou je sais pas, qui peut nous donner, nous aiguiller, voir si on pourrait trouver un poignard en fer forgé quelque part dans un tunnel. Absolument. Ceci conclut notre épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Rétrocrime, ainsi que sur nos comptes Instagram et Twitter. Toutes nos chroniques, articles, revues de presse sont disponibles sur le site retrocrime.com. Vous pourrez aussi y retrouver nos anciennes émissions, ainsi que tous les liens utiles. On vous invite aussi à laisser vos votes et commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Ceci aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. Bye bye.